Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec le chapitre numéro 6 de BTC qui concernera le réseau membranaire intracellulaire. Derrière ce terme se cache en fait un certain nombre d'organites que nous avons déjà explorés dans le premier chapitre de l'année, à savoir le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi ou encore les différentes vésicules telles que les lysosomes ou les peroxysomes. Tout d'abord, quelques mots d'introduction. Nous avions vu que les cellules eucaryotes ont comme particularité d'être des cellules compartimentées. Les organites assurent chacun des fonctions qui sont spécifiques et qui participent ainsi à la fonction cellulaire. Par exemple, une mitochondrie est en charge de produire l'énergie nécessaire à la vie cellulaire. Cependant, ces fonctions ne sont possibles que grâce à un équipement protéique spécifique. Il peut s'agir soit de protéines qui sont enchâssées dans la membrane cellulaire, donc on parlera à ce moment-là de protéines membranaires, ou alors de protéines qui sont présentes dans la lumière de l'organite. Et dans ce cas, on peut parler de protéines luminales. Il existe un renouvellement ou un turnover, comme diraient nos amis anglais, important des protéines. Les protéines accomplissent leur fonction pendant un certain temps et ensuite elles sont recyclées. Cela va passer par l'hydrolyse des liaisons peptidiques, puis la réutilisation des acides aminés ou carrément la destruction de ces acides aminés par des voies de catabolisme. De nouvelles protéines assurent alors leur fonction à leur place. Mais donc, ces protéines qui ont été synthétisées à partir de l'information génétique présente dans le noyau doivent alors rejoindre leur site d'action, leur compartiment dans lequel elles accompliront leur fonction. Nous allons donc nous attacher à répondre à la problématique suivante. Quels sont les mécanismes qui assurent le tri et l'adressage des protéines synthétisées vers leur compartiment final? Une rapide description du plan. Nous commencerons avec la mise en évidence du trafic intracellulaire. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de la structure des différents organites composant le réseau membranaire intracellulaire. Nous verrons ensuite ce qui se passe lorsque des protéines qui doivent être sécrétées hors de la cellule sont adressées dans le réticulum endoplasmique. Nous verrons que les protéines ne sont pas matures juste à l'issue de la traduction, elles doivent subir un certain nombre de modifications post-traductionnelles. Nous discuterons également du tri dans le réseau transgolgien et nous terminerons avec un petit paragraphe sur le protéasome qui permet de détruire et de recycler les protéines. Donc nous attaquons tout de suite la première partie, mise en évidence du trafic vésiculaire. Nous étudierons d'abord une expérience historique qui a été réalisée dans les années 70 par Georges-Émile Palade, qui était un scientifique roumain qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, notamment à l'université de Yale, et qui a mis en évidence l'ultrastructure des mitochondries et du réticulum endoplasmique. Il a d'ailleurs eu un prix Nobel de médecine pour l'ensemble de ses travaux. Pour mettre en évidence la voie sécrétoire dans les cellules eucaryotes, il a élaboré une expérience dans laquelle il a eu recours à un acide aminé marqué radioactivement. Le modèle cellulaire sur lequel il a travaillé, c'est les cellules qui sont ici représentées en orange, à savoir les cellules acineuses du pancréas. Un petit rappel sur le pancréas d'abord. Vous savez tous que c'est un organe de l'appareil digestif qui est constitué à la fois de cellules qualifiées d'exocrines, donc des cellules qui libèrent des sécrétions dans le milieu extérieur. Bon, je rappelle que l'ensemble du tube digestif est considéré comme le milieu extérieur puisqu'il est en continuité avec notre environnement. C'est la lumière du tube digestif. Et donc le pancréas, en plus de ces cellules exocrines, possède également des cellules endocrines, les îlots de Langerhans, qui libèrent un certain nombre d'hormones, la plus célèbre d'entre elles étant bien sûr l'insuline. Donc ici, on va s'intéresser au comportement de ces cellules exocrines, donc les cellules représentées ici et ici, qui sont un bon modèle pour mettre en évidence le trafic intracellulaire. En effet, ce sont des cellules qui libèrent un suc pancréatique riche en enzymes. Ces enzymes sont de nature protéique, donc des protéines pour mettre en évidence le trafic des protéines fabriquées dans la cellule. Par ailleurs, il s'avère que ce sont des protéines polarisées, comme on le voit sur le petit schéma ici. On reconnaît ici le pôle apical avec de nombreuses microvillosités, et le pôle basal avec le noyau et le réticulum endoplasmique qui l'entoure. On pourra donc facilement retracer le trajet de substances produites par ces cellules, puisqu'elles ont une polarité, en tout cas bien plus facilement qu'une cellule qui n'aurait pas cette polarité. Donc comment concrètement l'expérience de Palade? La première étape, c'est de réaliser ce qu'on appelle un pulse. Un pulse, c'est l'incubation de nos cellules dans un milieu contenant de la leucine radioactive. Je vous rappelle que la leucine est un acide aminé qui peut être marqué radioactivement. On parle de leucine tricier. Et donc là, on va incuber pendant une courte durée nos cellules
acineuse du pancréas dans une solution contenant de la leucine tricier. Ensuite, on réalise la partie chase ou chasse, c'est-à-dire qu'à des temps réguliers, nos cellules qui ont été placées dans un milieu de culture classique, donc sans leucine radioactive, sont prélevées à intervalles réguliers et on va ensuite étudier là où se trouve la radioactivité dans chacune de ces cellules. Les résultats sont présentés sur cette figure. Vous voyez qu'à chaque fois, on incube nos cellules pendant 5 minutes dans une solution contenant de la leucine tricier, et ensuite on étudie la radioactivité, qui est ici représentée, donc j'espère que vous avez de bons yeux, par les points rouges, qui correspondent en fait à des zones qui ont été marquées par la radioactivité émise par cette leucine tricier sur un film photographique. Donc, on observe que après 15 minutes de chasse, la radioactivité, qui initialement était observée dans le réticulum endoplasmique, se retrouve dans l'appareil de Golgi. Bon, c'est ce que vous voyez retranscrit en pourcentage de la radioactivité ici. Donc vous voyez qu'au début, notre radioactivité est comprise dans le réticulum endoplasmique, mais assez rapidement, la radioactivité chute dans le réticulum. Par contre, on voit l'apparition d'un pic de radioactivité au niveau de l'appareil de Golgi. Si on laisse nos cellules 240 minutes dans un milieu sans leucine tricier, on observe à ce moment-là une augmentation très importante de la radioactivité au niveau des vésicules, donc près du pôle apical des cellules. Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience? Eh bien, on voit qu'il y a un transport des protéines fabriquées. Les protéines sont certainement fabriquées au niveau du réticulum endoplasmique, puisque c'est là que la radioactivité est observée tout au début de l'expérience. Ensuite, les protéines vont être transférées jusqu'à l'appareil de Golgi pour se retrouver dans les vésicules de sécrétion. Et si on avait poursuivi l'expérience, on aurait très certainement retrouvé notre radioactivité à l'extérieur de la cellule au niveau du pôle apical. C'est ainsi qu'a été mis en évidence ce trafic vésiculaire, donc le passage au travers des différents organites des protéines qui sont fabriquées dans les cellules. Cependant, vous savez qu'il est délicat de réaliser des expériences avec de la radioactivité puisque c'est dangereux pour l'expérimentateur et il faut un grand nombre d'accréditations. Aussi, dans les dernières décennies, un certain nombre de techniques ont été développées pour étudier la voie sécrétoire grâce à de la microscopie à fluorescence. Donc le principe repose sur l'utilisation d'une construction génétique. C'est-à-dire, on va transfecter des cellules de mammifères avec un gène codant pour cette protéine que j'ai représentée ici, la protéine G du VSV pour virus de la stomatite vésiculaire, qui est un modèle fréquemment utilisé en biotechnologie. Donc on a le gène codant pour la protéine G, la cellule qui est transfectée par ce gène va fabriquer la protéine G comme si c'était une protéine sécrétoire classique. Cependant, cette protéine G, on n'a pas moyen de la détecter. Donc, à côté du gène codant pour la protéine G, nous allons rajouter le gène codant pour la protéine GFP, qui est une protéine qui fluoresce naturellement. Donc on obtient, grâce à nos cellules, une construction protéique constituée de la partie protéine G du VSV couplée à la partie GFP. Cette construction protéique aura une fluorescence, donc on pourra suivre le trajet de cette protéine, de cette construction protéique à l'intérieur de notre cellule. On a recours à une subtilité supplémentaire. On utilise un mutant de la protéine G qualifié de thermosensible. C'est-à-dire que si on cultive notre cellule à 40 degrés, le repliement de la protéine G du VSV n'est pas correct. Elle sera alors retenue dans le réticulum endoplasmique. Comme si dans une usine, on fabriquait des pièces qui sont non conformes. Elles ne seront pas expédiées vers l'extérieur de l'usine. Par contre, si vous avez votre cellule cultivée à 32 degrés, la protéine G sera correctement repliée et elle peut alors être sécrétée. Donc on a un système qui nous permet de bloquer la protéine G dans le réticulum endoplasmique, si on cultive à 40 degrés, ou au contraire de laisser la protéine G suivre son trajet classique par la voie sécrétoire, si la cellule est cultivée à 32 degrés. Donc concrètement, à quoi ressemblent les résultats? Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, puisque vous avez, je pense, compris avec l'expérience de Palade quel était le principe. Donc on a notre protéine qui va être fabriquée et on observe au début une importante fluorescence autour du noyau et au niveau du réticulum endoplasmique. Si on attend davantage, on remarque que la fluorescence évolue et on la retrouve dans l'appareil de Golgi. Si on laisse encore davantage de temps s'écouler, vous voyez que les ordres de grandeur sont assez similaires à ceux de l'expérience de Palade. On observe cette fois-ci la fluorescence de manière beaucoup plus diffuse mais
vers la membrane plasmique, donc dans les vésicules qui sont à proximité de la membrane plasmique. Grâce à cette expérience, on peut, en jouant sur la température, en plus, quantifier le temps passé dans chaque compartiment cellulaire par notre construction protéique constituée de la protéine G du VSV couplée à la GFP. Voilà donc pour ces deux techniques qui nous permettent de mettre en évidence l'existence d'une voie sécrétoire, donc le passage à partir du noyau dans le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, pour finalement se retrouver au niveau de la membrane plasmique pour les protéines qui doivent être sécrétées. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours. Nous allons étudier la structure des différents organites, des différentes structures composant le réseau membranaire intracellulaire. Donc, la présence de différents compartiments permet des fonctions biochimiques spécifiques. Les membranes qui délimitent ces organites n'ont d'ailleurs pas forcément le même équipement en termes de lipides et en termes de protéines les unes par rapport aux autres. Le réseau membranaire qui est formé par ces compartiments peut d'ailleurs très bien être mis en évidence en réalisant des clichés de microscopie électronique à transmission, comme je vous le présente sur cette figure. Nous avons ici le noyau, délimité par sa double membrane, ici le réticulum endoplasmique qui est granuleux ou rugueux, on observe en effet plein de petits points à sa surface qui correspondent aux ribosomes. On a également les mitochondries, des peroxysomes qui peuvent être distingués des lysosomes par la coloration, l'intensité de la coloration de ces vésicules, et puis ici encore du réticulum endoplasmique ou du Golgi. Partie 2.1, la sortie de noyau, les pores nucléaires. Je vais aller assez vite sur cette partie-là puisqu'on l'a déjà bien étudié ensemble dans les précédents chapitres. Donc, en guise de rappel, on avait déjà vu que l'enveloppe nucléaire est constituée de deux bicouches lipidiques qui ont une composition à la fois en protéines et en lipides différentes l'une de l'autre. La membrane interne est soutenue par des molécules du cytosquelette de la famille des filaments intermédiaires qu'on appelle les laminas, et on remarque également que le noyau est percé d'un grand nombre de pores. Les pores nucléaires sont de grosses structures qui font presque 125 millions de Dalton, et composées de plus de 50 protéines différentes. On les appelle les nucléoporines, et il en existe plusieurs sortes. Ces nucléoporines sont disposées avec une géométrie octogonale. Plus un noyau est actif en termes de transcription, plus le nombre de pores nucléaires sera important. Par exemple, chez les mammifères, on dénombre entre 3000 et 4000 pores nucléaires dans une cellule assez active en termes de transcription. De plus, chacun de ces complexes de pores nucléaires est capable de transporter près de 100 histones par minute. Au centre du complexe du pore nucléaire, on remarque qu'il y a un canal rempli d'eau au travers duquel peuvent circuler des petites protéines hydrophiles. Les protéines qui font plus de 60 kDa par contre devront obligatoirement être transportées de manière active, donc avec consommation d'énergie. Le mécanisme est assez complexe et il n'est pas forcément complètement au programme, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenez simplement que des protéines qui doivent rentrer dans le noyau ou qui doivent quitter dans le noyau possèdent une séquence particulière. Par exemple, pour des protéines qui doivent rentrer dans le noyau, elles possèdent une séquence qu'on va appeler le NLS. NLS signifie Nuclear Localization Signal, donc un signal pour localiser les protéines à l'intérieur du noyau. L'importation sera permise grâce à des protéines qui viennent reconnaître cette séquence NLS et qu'on appelle des importines. Les importines sont elles-mêmes reconnues par certaines protéines du complexe du pore nucléaire, des nucléoporines donc, qui permettent le passage. Un autre acteur essentiel de l'entrée de protéines dans le noyau, c'est cette GTPase, qui s'appelle RAN, qui lie le GTP, qui l'hydrolyse en GDP plus PI, et l'énergie libérée par cette hydrolyse lui permet de catalyser l'entrée des protéines à l'intérieur du noyau. Bon, je ne rentre pas dans plus de détails sur cette partie sur les pores nucléaires. Et nous passons tout de suite à la deuxième partie sur le réticulum endoplasmique. Toutes les cellules eucaryotes possèdent un réticulum endoplasmique. Sa membrane forme typiquement plus de la moitié de la membrane totale d'une cellule animale moyenne. Le réticulum endoplasmique est organisé en une sorte de labyrinthe formé de tubules qui se ramifient et puis de sacs aplatis qui s'étendent dans tout le cytosol. On le voit d'ailleurs très bien sur ce cliché de microscopie à fluorescence, avec ici de fins tubules et des espèces de grandes vésicules aplaties qu'on appelle les sacs ou les sacules du réticulum endoplasmique. On pense que tous les sacs et les tubules sont interconnectés, de sorte qu'il n'y aurait à l'intérieur du réticulum endoplasmique qu'un seul espace membranaire interne,
qu'on appelle la lumière du réticulum endoplasmique. Le réticulum joue un rôle central dans la biosynthèse des protéines, mais aussi des lipides. Sa membrane est le site de production de toutes les protéines et lipides transmembranaires des organites cellulaires. Donc c'est là que vont être produits les protéines et les lipides du Golgi, ceux du lysosome, mais aussi des vésicules sécrétoires, etc. De plus, presque toutes les protéines qui sont libérées à l'extérieur de la cellule doivent initialement transiter par le réticulum endoplasmique. Donc c'est vraiment un carrefour de l'import-export, si je peux me permettre cette illustration-là, qui assure la bonne maturation des protéines pour un destin ultérieur, en général à l'extérieur de la cellule. Il existe deux types de réticulum, donc le réticulum endoplasmique rugueux, qui vous est représenté ici, et le réticulum endoplasmique lisse, présenté ici. Le réticulum endoplasmique est capable de capturer certaines protéines cytosoliques alors qu'elles sont en train d'être synthétisées. Et cela grâce au ribosome qui se situe à la membrane du réticulum endoplasmique rugueux et que vous voyez ici, ce sont tous les petits points noirs. En fait, l'interaction entre les ribosomes et des protéines situées à la membrane du réticulum endoplasmique permet de faire rentrer ces protéines en cours de synthèse dans la lumière du réticulum endoplasmique, où elles subiront des modifications. Mais vraiment retenez que le réticulum endoplasmique rugueux participe à la synthèse et à la maturation des protéines, et en particulier des protéines qui doivent être exportées et sécrétées vers un organite particulier ou vers l'extérieur de la cellule. On a également du réticulum endoplasmique lisse. C'est un réticulum endoplasmique qui est dépourvu de ribosomes liés. Il est peu abondant dans la majorité des cellules, mais par contre, on va le retrouver dans les cellules qui sont spécialisées dans le métabolisme lipidique, donc par exemple des cellules qui synthétisent des hormones stéroïdes, ou encore dans les cellules qui sont chargées de détoxifier notre organisme, donc par exemple de nous débarrasser de médicaments ou de drogues que nous aurions pu prendre. Donc on retrouve beaucoup de réticulum endoplasmique lisse dans les cellules du foie et du rein. Après avoir étudié le réticulum endoplasmique, penchons-nous maintenant sur l'appareil de Golgi, c'est la partie 2.3. L'appareil de Golgi est un organite cellulaire polymorphe. Il est constitué d'un ou plusieurs dictyosomes. Un dictyosome, c'est un ensemble de vésicules et de sacules aplatis, organisés un peu comme une pile d'assiettes. Dans les cellules d'animal, il y a en général un dictyosome, par contre près d'une dizaine dans les cellules végétales. Chaque dictyosome est par ailleurs entouré d'un grand nombre de vésicules qui communiquent entre les différentes sacules, mais aussi avec les organites à proximité. L'appareil de Golgi est localisé entre le réticulum endoplasmique et la membrane plasmique. C'est un organite polarisé. Il a deux faces. Une face qu'on appelle le côté 6, ou face d'entrée qui est tournée vers le réticulum endoplasmique et le noyau. Il communique d'ailleurs avec le réticulum endoplasmique par un ensemble de vésicules qu'on appelle le réseau cis-golgien. L'autre face de l'appareil de Golgi est appelée la face trans ou face de sortie et elle est tournée vers la membrane. Elle est en continuité, là encore, avec un réseau de canalicules formant ce qu'on appelle le réseau transgolgien, que vous voyez nommé ici. Les vésicules se forment à l'extrémité d'un sacule et vont fusionner avec le sacule d'à côté, comme ceci. Dans cette partie 2.4, nous allons maintenant étudier les lysosomes et les peroxysomes. Nous commençons avec cette figure 11 et les caractéristiques et la structure des lysosomes. Ce sont des compartiments qui ont une morphologie très hétérogène. Par contre, un point commun à tous ces lysosomes, c'est le pH à l'intérieur de ce compartiment qui est très acide, de l'ordre de 5. Ils contiennent par ailleurs un grand nombre d'hydrolases acides, donc des hydrolases qui ne fonctionnent qu'à pH 5, et on retrouve parmi celles-là des nucléases, des glycosidases, des lipases, entre autres. Ce pH très acide est maintenu grâce à une pompe à protons, que vous voyez sur la partie inférieure de cette figure 11. Le diamètre des lysosomes peut être assez variable, entre 0,2 et 0,5 micromètres. Donc, un petit point, c'est que si un lysosome venait à se rompre et son contenu se libérer, se déverser dans le cytosol, puisque ces hydrolases ne sont actives qu'à pH 5, elles ne seraient pas actives sur les biomolécules du cytosol, puisque le pH du cytosol est neutre à 7,2. La fonction de ces lysosomes, comme vous vous en doutez, c'est de réaliser la dégradation d'un grand nombre de biomolécules.
Ces molécules peuvent entrer dans les lysosomes par 4 provenances différentes, soit par endocytose, soit par phagocytose. Donc là, je vous rappelle qu'on a une première vésicule qui s'appelle le phagosome, qui fusionne ensuite avec les lysosomes pour former un phagolysosome. C'est une voie qui est particulièrement abondante chez les neutrophiles. Troisième voie possible d'entrée, c'est que des substances peuvent entrer directement à partir du cytosol. Et enfin, dernière voie possible, c'est les mécanismes d'autophagie par lesquels les cellules dégradent leurs propres composants afin de se renouveler. Et s'en figure maintenant les peroxysomes. C'est aussi des organites sphériques qui sont entourés d'une simple membrane, qui ne contiennent pas non plus de matériel génétique, comme les lysosomes. Ils sont d'un diamètre encore plus variable, puisqu'ils peuvent faire entre 0,1 et 1 micromètre de diamètre. Et souvent, on va retrouver en leur centre un noyau de protéines cristallisées, qu'on va appeler uratoxydase. On y retrouve également un grand nombre d'enzymes oxydantes, la plus célèbre d'entre elles étant la catalase. Ce sont des organites qui sont spécialisés dans la détoxication des cellules. Et pour cela, ils vont utiliser de l'oxygène, du dioxygène ou de l'H2O2, afin de dégrader des substrats par des réactions radicalaires. Nous passons maintenant à la troisième partie dans laquelle nous allons voir comment les protéines qui doivent être sécrétées hors de la cellule sont adressées au niveau du réticulum endoplasmique. L'adressage, c'est un terme qui désigne l'ensemble des mécanismes permettant de diriger les biomolécules vers le bon compartiment. La synthèse des protéines, qui se déroule à partir d'un ARN messager, démarre toujours dans le cytosol. Or, on sait que beaucoup de ribosomes sont capables de venir se fixer sur une seule molécule d'ARN messager et former ce qu'on appelle un polyribosome, c'est-à-dire un brin d'ARN messager sur lequel se suivent plusieurs ribosomes, chaque ribosome fabriquant une protéine identique à partir de cet ARN messager. Et c'est ce qu'on voit sur cette figure 12 en microscopie électronique à transmission. Pour les protéines qui doivent être sécrétées, il a été mis en évidence au début des années 70 qu'elles possèdent une séquence particulière qu'on appelle la séquence signal. Cette séquence gouverne leur translocation à l'intérieur du réticulum endoplasmique, et c'est d'ailleurs toujours la première étape de leur traduction. Et cette séquence a la particularité d'être toujours retrouvée à l'extrémité N-terminale des protéines. C'est ce que vous voyez ici. Cette figure 13 présente une version simplifiée de la manière dont se déroule l'adressage des protéines, donc l'entrée des protéines dans le réticulum endoplasmique. Il y a d'abord reconnaissance du peptide signal par cette protéine bleue qu'on appelle le translocon, qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de pore dans la membrane du réticulum endoplasmique qui peut s'ouvrir ou se fermer. Ensuite, la traduction de l'ARN messager se poursuit, donc la chaîne peptidique est en train de grandir à l'intérieur du réticulum endoplasmique, et puis au bout d'un moment, il y a une peptidase qui va venir dégrader le peptide signal, donc le séparer du reste de la chaîne peptidique. La chaîne peptidique mature se retrouve donc à l'intérieur du réticulum endoplasmique, et le peptide signal sera dégradé. Bon, en réalité, les choses sont plus complexes. C'est ce que vous voyez sur cette figure 14. Première étape, lorsque le peptide signal émerge hors du ribosome, il est reconnu, c'est la deuxième étape, par une protéine SRP, en vert ici. SRP signifie Signal Recognition Protein, donc protéine de reconnaissance du peptide signal. Celle-ci vient livrer le complexe ribosome-polypeptide au niveau du récepteur de la protéine SRP, et il s'avère que ce récepteur est lui-même adjacent avec le translocon. Donc on se trouve maintenant avec le complexe ribosome-polypeptide au niveau du translocon qui s'ouvre, et la traduction peut continuer, ce qui signifie que la chaîne polypeptidique va s'allonger, mais à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Au fur et à mesure que la chaîne s'allonge, elle passe donc au travers du canal du translocon, et puis il va y avoir clivage du peptide signal par la signal peptidase, ou peptidase signal en français, qui dégrade rapidement ce petit polypeptide. Une fois que la traduction est finie, le ribosome est libéré, et le reste de la protéine va être tiré vers l'intérieur du réticulum endoplasmique, vers la lumière, puis le translocon se referme, et la protéine peut alors acquérir sa configuration native. Pour les protéines qui doivent rester ancrées, il n'y aura pas clivage du peptide signal, puisqu'en fait on ne va pas vraiment parler de peptide signal, mais de signal d'ancrage dans la membrane, et cette petite partie d'ancrage
subira une translation entre le translocon et la membrane pour que la protéine puisse venir s'ancrer dans la membrane plasmique. Cela nous permet de terminer cette troisième partie sur l'entrée des protéines sécrétées dans le réticulum endoplasmique. Nous avions vu dans la troisième partie que le système endomembranaire a un rôle crucial dans l'adressage des protéines au bon endroit, mais il a aussi un rôle essentiel dans la maturation des protéines. En effet, lorsqu'une protéine vient d'être synthétisée, vient d'être traduite à partir de son ARN messager, elle est rarement fonctionnelle. Elle doit encore subir des modifications post-traductionnelles qui peuvent être de plusieurs natures. Il peut s'agir de repliement des protéines et de liaison à des cofacteurs. Il peut aussi s'agir de modifications covalentes, donc ça peut être des glycosylations, des phosphorylations ou d'autres encore. Et enfin, il peut s'agir de liaison à d'autres sous-unités protéiques. Donc nous allons commencer dans cette partie 4.1 avec le premier cas de figure, à savoir la glycosylation des protéines. Une petite définition, la glycosylation, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des réactions enzymatiques qui aboutissent à l'accrochage de manière covalente de résidus glucidiques à des protéines. On distingue deux types de glycosylation. La N-glycosylation, présentée sur cette figure 16, et la O-glycosylation, qu'on verra un tout petit peu plus tard. La N-glycosylation a lieu dans le réticulum endoplasmique. C'est ce que vous voyez ici, hein. On est dans la lumière du ER, donc de endoplasmique réticulum, réticulum endoplasmique en français. Ces N-glycosylations ont lieu de manière co-traductionnelle, c'est-à-dire que la protéine est en train d'être traduite et au même moment, elle subit des glycosylations. Donc la greffe de résidus glucidiques sur un acide aminé en particulier. Donc puisqu'on parle de N-glycosylation, c'est l'acide aminé désigné par la lettre N, à savoir l'asparagine. C'est ce qui vous est représenté sur la partie droite de ce schéma. Ici, on a bien le résidu asparagine sur laquelle vont être greffés un certain nombre de glucides. Concrètement, cela est catalysé, cette réaction est catalysée par une enzyme appelée l'oligosaccharyl transférase, que vous voyez ici, et qui est ancrée dans la membrane du réticulum endoplasmique. C'est une réaction qui se déroule en 4 étapes. D'abord, il va y avoir synthèse d'un oligosaccharide de composition fixe. Vous voyez ici, chacun des symboles signifie un sucre différent. Et cette synthèse a lieu sur un porteur lipidique qui est ancré dans la membrane. Ce porteur, c'est un lipide bien particulier qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui s'appelle le dolicol. Dolicol avec 2 phosphates, donc en fait c'est le dolicol pyrophosphate. Une fois que ce résidu glucidique est fabriqué, il va y avoir transfert sur une chaîne polypeptidique en cours de synthèse. Le transfert se fait sur une asparagine, comme je vous l'ai dit juste avant, et cette asparagine se trouve dans ce qu'on appelle une séquence consensus. Donc, je vous invite à revenir sur la figure 16. On avait les acides aminés qui s'enchaînent pour former la séquence consensus. Ensuite, plusieurs étapes de modification vont avoir lieu, ce sont les étapes 3 et 4, où il va y avoir soit élimination de certains résidus, soit ajout de nouveaux résidus. Et ces étapes de maturation de la chaîne glucidique peuvent avoir lieu soit dans le réticulum endoplasmique, soit aussi dans l'appareil de Golgi. Donc ça, c'était les glycosylations qui ont lieu principalement au niveau du réticulum endoplasmique granuleux, donc des N-glycosylations. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait 2 types de glycosylation, et le deuxième type de glycosylation sont appelées les O-glycosylations. Elles ont pour particularité de se dérouler une fois que la synthèse protéique est terminée. Donc, elles ne sont pas, c'est pas une glycosylation co-traductionnelle, mais post-traductionnelle. Et on parle de O-glycosylation puisqu'il y a transfert de résidus glucidiques sur l'oxygène de 2 acides aminés, donc soit la sérine comme représenté ici, soit la tréonine. Donc, si on récapitule pour les 2 glycosylations, la O-glycosylation, c'est sur l'oxygène de la sérine et de la tréonine, alors que la N-glycosylation, c'est sur une asparagine. Donc, pour revenir un tout petit peu sur les O-glycosylations, on n'a pas identifié de séquence consensus sur laquelle seraient greffés les glucides. C'est certainement gouverné par la structure tridimensionnelle de la protéine. Il y a des zones qui sont facilement accessibles et des zones qui ne sont pas facilement accessibles. Il y aura ajout séquentiel de entre 1 et 20 glucides, sachant que chez les mammifères, ça dépasse rarement 6 résidus glucidiques, à part dans le cas des protéoglycanes.
Et on retrouve fréquemment dans ces hauts glycosylations ces deux sucres que je vous ai présentés ici, l'acide N-acétylneuraminique et le N-acétylgalactosamine, donc des dérivés sucrés fréquemment retrouvés dans ces hauts glycosylations. Donc ça c'était pour le premier type de modification post-traductionnelle qui peut exister et qui est très abondant, c'était la glycosylation. Mais certaines protéines vont devoir acquérir un repliement particulier. Donc sur cette figure 19, je vous présente un premier acteur du bon repliement des protéines. Souvent, des protéines possèdent des résidus cystéine, qui vous sont schématisés ici uniquement avec le SH, et ces résidus cystéine vont réagir 2 à 2 pour former des ponts disulfure. Cette réaction doit être catalysée par une enzyme qui s'appelle la PDI pour protéine disulfure isomérase, et cette enzyme assure l'établissement du pont disulfure entre les bons résidus cystéine, puisqu'il est rare qu'une protéine possède uniquement 2 cystéine, elle en possède en général plus, donc les ponts disulfure doivent s'établir entre les bons résidus cystéine. Donc ça c'est la première possibilité pour le repliement des protéines. Également un certain nombre d'autres protéines qui assurent le bon repliement des protéines dans le réticulum endoplasmique. Donc on peut citer par exemple la calnexine et la calréticuline, qui sont 2 protéines qui viennent s'accrocher à des chaînes polypeptidiques en cours de croissance, en général au niveau de leur glycosylation, et qui assurent leur bon repliement. Si une protéine n'est pas correctement repliée dans le réticulum endoplasmique, vous voyez ici qu'on a une protéine verte qui est représentée avec un mauvais repliement. Eh bien, cela est détecté par la cellule, elle active un certain nombre de gènes qui permettent de fabriquer des protéines pour venir régler le problème. Quelles sont ces protéines? Eh bien, il va y avoir un certain nombre d'acteurs dont je ne vous donne pas les noms, c'est pas au programme, et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qui vont venir marquer sélectivement la protéine mal repliée avec une petite molécule qu'on reverra tout à l'heure, l'ubiquitine. Donc comme on ajoute plusieurs ubiquitines, on dit que c'est une chaîne de polyubiquitine, plusieurs ubiquitines, et ce marquage grâce à l'ubiquitine fait que la protéine mal repliée est reconnue par le protéasome. Et le protéasome, c'est vraiment le système de dégradation des protéines à l'intérieur de nos cellules, un peu la méga poubelle pour protéines, et on l'étudiera dans le grand 6 de ce chapitre. Enfin, il y a d'autres modifications post-traductionnelles qui peuvent intervenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant d'être exhaustif sur ce genre de thème, mais je vais vous en citer quelques-uns. Certaines protéines vont devoir être sulfatées. Donc par exemple, certains acides aminés comme la tyrosine se verront ajouter des groupements sulfates. Il y a également pour certaines protéines la nécessité de couper certains fragments, donc de subir une protéolyse spécifique. Je vous ai mis l'exemple de l'insuline dans cette figure 22. C'est une hormone que vous connaissez bien et qui est une grande hormone, mais qui, pour sa maturation, va devoir subir un certain nombre de clivages protéolytiques que je vous ai schématisés ici. Donc une bonne partie de l'extrémité N-terminale va être clivée, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le peptide C qui sera éliminé grâce à des clivages spécifiques ici. Et finalement, c'est juste la partie blanche ici, donc la chaîne B liée à la chaîne A, qui forme l'insuline active. Donc toutes ces parties-là doivent être éliminées, et cela se fait dans les étapes de la maturation de l'insuline, et en particulier au niveau de l'appareil de Golgi. Donc, à retenir, il y a une grande variété de modifications post-traductionnelles, des O-glycosylations qui ont lieu dans le Golgi, des N-glycosylations qui commencent dans le réticulum endoplasmique et qui peuvent terminer dans le Golgi. Il y a également la vérification du bon repliement des protéines grâce à la formation de ponts disulfure, la calnexine et la calréticuline. Et enfin, on a vu qu'il peut y avoir ajout d'autres groupements ou protéolyse de certaines parties des protéines au niveau en particulier de l'appareil de Golgi. Nous passons maintenant à la 5e partie. Une fois que les protéines ont quitté le réticulum endoplasmique, elles vont être prises en charge au niveau du réseau transgolgien, donc elles ont traversé l'appareil de Golgi et se retrouvent au niveau du réseau transgolgien. Il y a plusieurs cas de figure. Des protéines qui doivent être adressées dans certains compartiments spécifiques vont posséder des signaux qui leur permettent d'être prises en charge dans des vésicules et d'être amenées dans le bon compartiment. Je ne vais pas aller de manière exhaustive dans le détail de ce tableau, mais simplement vous citer 2 lignes. Les protéines qui doivent
aller au niveau du réticulum endoplasmique, possèdent toutes un signal formé de 4 acides aminés. On appelle ça le signal KDEL, comme les 4 lettres désignant les 4 acides aminés, lysine, aspartate, glutamate et leucine. Les protéines qui doivent se rendre dans les lysosomes possèdent, elles, un marquage avec un mannose 6-phosphate, donc un sucre portant un groupement phosphate. Nous passons maintenant à la dernière partie de ce chapitre, le grand 6, où nous allons rapidement discuter du protéasome qui permet la dégradation des protéines, la destruction des protéines. Bon, il faut savoir que les protéines dans nos cellules ont une durée de vie assez courte. Cela peut aller de quelques minutes à quelques jours. En fonction de leur localisation, les protéines seront dégradées de différentes façons. Soit par le protéasome, soit dans les lysosomes, comme on les a déjà étudiés, je ne vais pas revenir dessus, soit carrément, ça c'est un peu la solution ultime, par l'apoptose. Mais l'apoptose n'est pas au programme de la première année, donc vous verrez ça l'année prochaine. Donc la voie du protéasome, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, pour qu'une protéine soit dégradée par le protéasome, il faut qu'elle soit marquée. Un peu comme si vous faisiez du tri dans votre maison, vous allez prendre des post-it et marquer sur chacun de ces post-it, ce truc-là je le garde ou ce truc-là je veux le jeter. Là, le post-it qui nous permet de savoir quelle protéine on veut dégrader, il a un nom particulier que je vous ai déjà cité tout à l'heure, c'est l'ubiquitine. L'ubiquitine qui est ici représentée en vert. Donc là, la protéine que l'on veut dégrader est en vert, vert clair, c'est le substrat, et elle va subir l'accrochage, l'addition de plusieurs ubiquitines. La chaîne de réaction enzymatique qui permet cet accrochage de plusieurs ubiquitines est assez complexe. Je vous invite simplement à retenir qu'elle implique 3 enzymes, l'enzyme E1, l'enzyme E2 et l'enzyme E3. Et ces 3 enzymes permettent donc l'accrochage de plusieurs ubiquitines sur la protéine à dégrader. Une fois que la protéine est ainsi ubiquitinylée, c'est un mot un petit peu barbare, hein, il ne faut pas oublier de mettre le nylé à la fin, elle sera alors reconnue par le protéasome. Le protéasome, c'est cette espèce de structure chargée de la dégradation spécifique des protéines. Le protéasome, c'est une assez grosse structure protéique et qui est constituée de plusieurs sous-parties. Donc, on a la partie protéasome en elle-même, qu'on appelle la particule 20S. Vous reconnaissez certainement le S comme dans les sous-unités du ribosome. Donc 20S, ça fait référence à la taille de cette particule lorsqu'on la fait sédimenter par centrifugation. Cette partie 20S est constituée de 28 sous-unités. Elle a une forme cylindrique, donc creuse, avec une activité protéasique à l'intérieur de ce cylindre. Les autres parties du protéasome sont ce que l'on va appeler le complexe activateur et le complexe régulateur. Donc le complexe régulateur fait 19S, avec un couvercle et une base, et le complexe activateur fait seulement 11S. Donc je vais juste parler du complexe régulateur. Il contient au moins 20 protéines différentes. C'est lui qui va fixer le substrat, donc en fait c'est lui qui reconnaît la protéine ubiquitinylée, et il va avoir aussi un rôle très important pour déplier la protéine, puisqu'une protéine a une structure tridimensionnelle bien particulière, mais pour la dégrader et pour la faire passer à l'intérieur du cylindre du protéasome 20S, il est important que la protéine soit dépliée. Donc c'est le couvercle qui a ce rôle-là de déplier la protéine pour la faire ensuite passer à l'intérieur du protéasome. Et ainsi, là encore avec un processus assez complexe, mais dans les étapes duquel je ne rentrerai pas, les protéines seront détruites par le passage au sein du protéasome. J'en arrive à la fin de ce chapitre 6, qui était assez dense, avec pas mal de choses à retenir. Donc il faut bien sûr maîtriser le principe des expériences qui ont permis de mettre en évidence la voie de sécrétion dans les cellules acineuses. Il est bien évident nécessaire de connaître la structure et le rôle du réticulum endoplasmique, donc de connaître les différences entre réticulum endoplasmique granuleux et réticulum endoplasmique lisse, de savoir comment les protéines peuvent rentrer dans le réticulum endoplasmique, de savoir aussi que c'est là qu'il y a les N-glycosylations qui se déroulent. Il faut également être capable de décrire la structure de l'appareil de Golgi et son rôle, donc un ensemble de vésicules et de saccules avec deux faces, la phase 6 et la phase trans, chargées de la maturation des protéines, donc en particulier des hauts glycosylations, mais aussi des clivages protéolytiques.
Et enfin, il faut connaître la structure du protéasome et son rôle dans la destruction des protéines grâce à la reconnaissance des molécules d'ubiquitine. Bon, encore une fois, je reste à votre disposition pour tout point qui demeurerait pas clair, n'hésitez pas à me joindre par notre groupe Snap ou par email. Bon courage dans cet apprentissage.